Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, comme Isabelle le disait, donc je souhaite vous présenter des résultats que j'ai sélectionnés au fil de mes analyses qui sont quand même récentes. Donc je termine la thèse de doctorat probablement cet été pour un dépôt à l'automne, mais je voulais donc merci, je voulais donc attirer quand même l'attention sur des éléments précis aujourd'hui qui, je pense, font vraiment beaucoup de sens. Puis je suis très content avec les présentations de Maxime et votre présentation. Je pense qu'on aura du plaisir à discuter par la suite. Donc, en fait, c'est ça, je voulais apporter un éclairage sur un élément précis, ce que j'appelle dans ma thèse les épreuves performatives, que je rajoute donc de la concertation de quartier, mais c'est les défis finalement, hein, les problèmes, hein, justement, les actes communicationnels, la prise de parole, tout ce qui est en lien avec ça. Donc, en fait, le titre « Les épreuves performatives » a fait l'objet finalement d'un texte qui a été publié dans les actes de colloque l'année dernière. Donc, si vous voulez lire le détail, je vous invite à le faire. D'un colloque organisé par... Oui. Exactement, par l'équipe Arima. Disponible sur le centre interaction.ca. Exact. La pub. Donc, la recherche que j'ai menée s'inscrit dans le tournant finalement communicationnel de la planification urbaine. Juste pour le dire, hein, c'est la mise en place d'espaces de concertation dans lesquels plusieurs acteurs de différentes appartenances, on en parlait, que ce soit politique, institutionnelle, communautaire, citoyenne et privée, ça c'est plus récent, peuvent discuter et proposer des réponses concrètes aux besoins des habitants par le biais de programmes subventionnés de revitalisation urbaine. Je ne ferai pas le tour de la littérature, mais on voit justement un peu la problématique qui m'amène, je dirais, à porter la recherche sur un angle mort qui est l'asymétrie finalement des rôles communicationnels et les inégalités dans la distribution des capitaux symboliques et linguistiques, ou pour le dire autrement, Maxime l'a très bien fait, donc je n'irai pas plus loin. Donc, on s'aperçoit finalement dans la littérature que les principaux angles morts, je viens de le dire, concernent finalement ce problème-là, donc des asymétries, des rôles communicationnels, mais aussi, je dirais, des épreuves qui vont aller finalement vis-à-vis de l'engagement, de la participation, mais surtout de la prise de parole en public à l'intérieur des espaces de concertation comme celui de la rue Hochelaga. Donc, dans cette perspective, je vais renvoyer à ce qui m'apparaît important, deux conceptions fondamentales. La première étant que la prise de parole en public peut s'avérer éprouvante autant pour les acteurs profanes, mais aussi pour les acteurs experts. Okay? La seconde étant que l'épreuve performative est toujours contextualisée et nous offre donc la possibilité de voir comment fonctionne l'espace de concertation vis-à-vis les normes, vous l'avez dit, les normes qui sont en vigueur, pour le dire autrement, ce qui est admis ou non en matière de comportement, de façon de prendre la parole, de type de discours et de leur contenu. Voilà donc un début d'explication, je dirais, à ma communication. Donc, puisque cette perspective apparaît encore timidement dans les travaux portant sur la planification urbaine, et là, peut-être que pour vous, c'est pas nécessairement quelque chose de très neuf, mais en planification urbaine, c'est quelque chose qui est vraiment pas discuté, du moins à l'INRS, donc peut-être je vais avoir plus de résonance avec vous aujourd'hui là-dessus. Donc, cette recherche présente l'originalité et tout son intérêt par l'apport d'une perspective micro-sociologique aux théories communicationnelles de la planification urbaine. Donc, il s'agit finalement de se pencher sur la démocratie à l'échelle des quartiers, la démocratie micro-locale, en étudiant l'inclusion de la diversité des styles de prise de parole vis-à-vis les enjeux donc, de la revitalisation et les projets en fait qui vont en sortir, les projets qui vont en découler, qui sont souhaités par les habitants. Donc, sachant que la prise de parole en public peut s'avouer éprouvante pour les participants, je me demande donc de quelle façon l'espace de concertation de la rue Hochelaga, mais de manière plus générale, se montre-t-il hospitalier et inclusif ou non à l'égard de ses participants et de leur style de prise de parole, et sachant que la prise de parole en public a pour objectif non seulement de convaincre, mais aussi d'influencer les décisions, on peut se demander quelles sont les répercussions qui en découlent sur la participation lors des réunions de la rue Hochelaga et sur les processus de concertation à plus long terme. Donc, l'objectif, c'est d'ancrer finalement cette problématique-là en répondant aux questions de recherche en poursuivant plusieurs objectifs. Le premier étant de repérer à l'aide d'un outil méthodologique, je vais y revenir, les épreuves qui sont reliées à la prise de parole en public chez les acteurs qui participent aux rencontres de la rue et de discuter leur impact sur l'engagement de ces mêmes acteurs au sein du dispositif de concertation et finalement d'identifier les impacts des épreuves qui sont reliées à la prise de parole sur le processus
de revitalisation ou de transformation du quartier dans une perspective longitudinale. Là-dessus aussi, je vais y revenir. Donc, j'imagine que tout le monde connaît quand même le quartier Hochelaga à Montréal. Hein, Non, mais... non, il y a plein des Européens ici. Okay. Okay. Dans le fond, le quartier Hochelaga, c'est un quartier central à Montréal, en fait, qui est situé à l'est du centre-ville. C'est un ancien quartier ouvrier populaire qui, en ce moment, est en train de se transformer très rapidement. Et c'est pour ces raisons-là, notamment, qu'en 2012, la mairie d'arrondissement a décidé d'intégrer finalement, d'accueillir un programme de revitalisation urbaine intégrée pour transformer le quartier dans le secteur sud-ouest où on observe finalement qu'une pauvreté plus concentrée, le cadre bâti est délabré, il y a des problèmes de tension urbaine entre des stress urbains comme on pourrait dire dans le jargon de l'INRS si on veut. Ou des tensions sociales entre les différentes populations ou entre les marginaux et les nouvelles populations. Donc, bref, les acteurs sur le terrain appellent ça un beau package deal urbain. Ils le disent comme ça. Bon, on en parle. Donc, moi, je me suis penché finalement dès 2014, donc on est en 2019, donc c'est une ethnographie sur 5 ans. C'est important quand même, c'est une chance dans une thèse de faire 5 ans de terrain de collecte de données approuvée par l'éthique dès le départ. J'ai eu la chance finalement de faire des contrats de recherche dès l'entrée au doctorat et j'ai poursuivi avec les mêmes acteurs sur le même terrain, donc ça donne quelque chose d'assez intéressant. Donc, depuis 2014, sur l'observation des rencontres des partenaires de la RUI, qui avait pour mandat finalement de développer des projets visant à revitaliser le secteur sud-ouest dont je parlais il y a quelques instants, dans une perspective de lutte à la pauvreté et non de lutte aux pauvres, okay? Et d'amélioration des conditions de vie. Donc, la méthode, c'est de l'observation directe et non participante. J'étais sur place, mais je ne prenais pas la parole pendant toutes ces années. Donc, l'observation directe sur 5 ans pour environ donc, 245 heures d'observation colligée, donc, et 27 entrevues semi-dirigées pendant 3-4 heures, même avec les plus volubiles, je dirais, avec les principaux participants de la rue. Donc, sur le plan théorique, je me suis penché donc, sur une relecture critique de la sociologie goffmanienne pour repérer finalement les 4 figures de l'action que j'ai tenté de traduire donc, en outils d'observation. Donc, pour le dire très rapidement, il existe 4 figures chez Goffman, 4 figures de l'action. La première insiste sur les compétences de contextualisation de l'acteur, ses aptitudes donc à apprécier une situation dans laquelle il va mettre les pieds, à se comporter, s'engager parmi d'autres acteurs de façon appropriée. La seconde insiste sur les façons dont les acteurs vont accentuer certains aspects d'une situation, vont gérer des impressions, vont concocter en coulisses, vont tenter de susciter l'enthousiasme ou l'indignation, bref, vont agencer les apparences pour contrôler les informations en vue de convaincre leurs partenaires de la validité d'une certaine définition de la situation. La troisième va mettre l'accent sur les buts motivés dans l'interaction. Donc, c'est en termes de coup de portée qu'un acteur va redessiner l'espace des possibilités, des contraintes et des opportunités en matière de ressources disponibles. La quatrième, enfin, va insister sur l'idée qu'en dépit du caractère stratégique des coups portés, garder la face demeure toujours une condition de l'interaction et non son but. Donc, ce faisant, les coups stratégiques qui sont portés dans l'interaction sont d'autant plus efficaces lorsqu'ils sont d'apparence inoffensive et sous le couvert d'un respect certain. Autrement dit, faire perdre la face à autrui sans offenser le caractère rituel de la rencontre, ni ses participants, constitue un atout redoutable pour parvenir à ses fins. Là, on jargonne, c'est théorique. Voyons où on peut aller avec ça. Ouais. Donc, en fait, ces 4 figures que je viens de vous parler vont parler, à mon sens, d'une seule et même voix, mais pas toujours de manière simultanée. Donc, en fait, les acteurs ne sont jamais dans le drame, dans la stratégie, dans la reconnaissance finalement du contexte ou du cadre dans lequel ils mettent les pieds. Et ils vont devoir finalement jouer avec tout ce répertoire-là, toute finalement cette grammaire-là. Donc, on est tous à quelque part, finalement, là-dedans. Donc, j'essaie, moi, finalement, de prendre ce cadre théorique-là, j'essaie de l'éclater pour voir, justement, quelles sont les lectures de l'action qu'on peut en faire et comment on peut le traduire, finalement, en un guide d'observation. On pourra en discuter un petit peu plus tard. L'idée, finalement, dans ces rencontres-là, avec ce guide-là d'observation, c'est d'être capable de mettre en sourdine après 5 ans, ça c'est important, puis c'est un élément, je pense, qui est central là-dedans, d'être capable de mettre en sourdine l'ordre du jour.
aujourd'hui, on va discuter de tel projet, on a rempli des cahiers au début quand on prend toutes les discussions, OK? C'est d'être capable justement de repérer où ça devient éprouvant à un moment donné. Ou quand une personne veut émettre une critique, comment elle le fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, comment on met en sourdine l'ordre du jour, le propositionnel, et là, quand on rentre dans le non-verbal, dans les preuves performatives en contexte de concertation de quartier. Voilà, en fait, juste pour les preuves qui ont fait de la science. Je vais me permettre d'en citer quelques-uns. Donc, comment cette conception-là théorique peut justement être traduite? Un acteur assez perspicace nous en parle. Je cite, je vais acter, on est dans le théâtre. Il y a toujours une certaine nervosité devant le fait de faire une intervention, surtout en collectif, bien sûr. Donc, il y a une certaine nervosité, justement, dans la recherche du ton, justement, dans la recherche des bons mots. Parce que dans le fond, il y a une certaine nervosité qui est due à est-ce que je vais être en mesure de communiquer mon message? Est-ce que je vais être en mesure de faire ce que j'ai à faire et à ne pas produire des effets qui sont le contraire de ce que je souhaite? Donc, comment je dirais bien ça? Il y a peut-être une petite nervosité à ça et comment tu vas bien réussir à l'exprimer? D'autant plus que, encore une fois, ça se passe dans une dynamique de groupe. Peut-être que vous avez déjà vous-même assisté ou même participé à des réunions de concertation de quartier. Vous avez sans doute observé donc la retenue, la modération, de la bienveillance des participants. Mais ces espaces sont aussi les lieux finalement des offensives, des critiques, des scandales et des malaises qui s'ensuivent. Il y a des gens qui sont contrariés, des gens qui discréditent les projets des autres ou encore les intérêts qu'ils vont défendre. Mais il y a quand même une manière, finalement, je pense, de le faire sans pour autant mettre à mal la réunion et la dynamique de groupe. Et c'est cela qui m'apparaît en fait important de creuser davantage puisqu'il s'agit d'un enjeu essentiel au travail de concertation, sans être normatif quand même, là. Mais bon. Donc, un autre acteur me disait, ah oui, il y en a plein de limites là, au travail de concertation. La première, c'est une limite de temps. L'autre contrainte qu'il peut y avoir, c'en est une de dynamique, à cause de ce qu'on est en mesure de créer dans l'interaction des acteurs. Puis là, les discussions ne sont pas toujours douces, et donc il faut être conscient qu'une des limites qu'il peut y avoir, c'est la difficulté d'arriver à prendre part à ça sans en payer un prix fort. Puis un prix fort, ça peut être de se confronter avec le politique, ça peut être celui de se confronter avec le communautaire, avec la police, d'avoir l'air fou devant la santé, de perdre la face devant le monde, et de poursuivre. J'ai déjà vu donc des gens sortir d'une rencontre finalement qui étaient enragés. J'en ai vu sortir pratiquement en pleurant à certains moments. On venait donc de présenter un projet, on était fiers de ce qu'on avait fait, puis là, flac! Un coup dans les genoux pour lequel on venait complètement de discréditer le projet. Puis tu fais passer ces gens-là finalement comme des gens insensibles qui veulent finalement exploiter d'autres personnes, alors que les gens ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. Puis là, des fois, c'est juste dans le ton. C'est juste dans le ton, finalement, des interactions pour lesquelles tu ne mets pas en place un climat qui est favorable à un échange, mais c'est toujours extrêmement fragile. Parce qu'encore une fois, comment tu fais pour permettre l'expression de la parole, mais pour ne pas en venir à une confrontation avec la vision de l'autre qui va t'éloigner de ton objectif? Donc, les résultats ont montré, en fait, à plusieurs égards qu'il s'avère éprouvant pour les acteurs porteurs d'un discours critique, mais pas seulement, de faire valoir... Donc, qui peut s'avouer éprouvant pour les acteurs portant d'un discours critique, mais pas seulement de faire valoir leur point de vue, de défendre leurs enjeux ainsi que leur position. Donc, ce n'est pas tant le contenu qui pose problème que la façon d'en parler devant un public composé des partenaires de la rue et le ton qui est utilisé, le blâme qui est porté à l'endroit des autres partenaires. Ce faisant, ces acteurs se voient discrédités par différents procédés, notamment par un appel à la censure, un vocabulaire les infantilisant, etc. Même mythe, vous les avez tous en tête. Donc, autrement dit, ces acteurs deviennent des marginaux au sein de la concertation. Ils vont parler justement, ces acteurs-là, eux-mêmes, de ce phénomène comme quelque chose d'éprouvant. Je cite, « Donc, je peux te dire que c'est difficile c'est vraiment une instance que, personnellement, moi, je trouve difficile d'y aller. Que c'est pas un espace qui est ouvert, finalement, au débat ou à des réflexions. Donc, j'ai l'impression que les éléments que j'amène sont vus comme une perte de temps un peu par rapport à l'ordre du jour. Là, comme je le vois un peu, dans comment on me répond, non, vite, on a un ordre du jour, puis là, tu es en train de faire en sorte que notre ordre du jour n'est pas respecté. Donc, on continue de trouver ça pertinent d'y aller, mais c'est vraiment quelque chose qu'on trouve difficile. J'ai observé alors que ces mêmes acteurs, qui sont désignés comme des trouble-fers, des marginaux, ont usé de stratégies pour parvenir à leur fin. Donc, ils se sont mobilisés en grand nombre lors d'une rencontre en faisant entendre leur voix haut et fort. Coup d'éclat, malaise chez les autres participants.
J'ai observé donc alors une chute de la participation lors des réunions qui suivirent, car au dire des participants, ce n'est pas agréable d'assister à des rencontres qui sont instrumentalisées par des groupes qui monopolisent l'espace de discussion pour revendiquer et tenir un débat public. J'ai par la suite observé une toute autre stratégie minutieusement orchestrée en coulisses, à savoir que ces mêmes acteurs, les marginaux, ont fait passer leurs revendications par un acteur qui, lui, est estimé et très bien vu au sein de la concertation. Donc, le résultat est en tout point différent. La rhétorique qui est alors utilisée de manière consciente et voulue a permis de ne pas mettre à mal le déroulement de la séance, ce qui montre à quel point, finalement, la bonne tenue, la diplomatie, le tact ont des effets d'influence et de persuasion d'autant plus efficaces. Donc, cet acteur, qui est estimé, fait la proposition suivante dans une rencontre qui a suivi finalement beaucoup plus tard le coup d'éclat. Je cite, « Donc, le tout a été griffonné sur un bout de papier que j'ai pu récupérer à la fin de la rencontre. Donc, considérant que nous rencontrons seulement 4 fois par année, considérant que le prochain plan d'action sera déposé en 2018, considérant que la revitalisation urbaine intégrée a des impacts perçus positivement et parfois négativement par les populations du secteur, nous croyons qu'un espace de discussion serait de mise, un espace ouvert, inclusif et qui aura une influence sur les orientations de la rue. » Donc, cette proposition, comme je viens de le dire, a été bien accueillie de la part de l'ensemble des participants et elle aura pour effet d'engendrer une réforme, et ça c'est important, au sein de la rue Hochelaga, amenant l'équipe de coordination à mettre sur pied un nouveau cadre de gouvernance, à modifier son approche à l'égard des participants récalcitrants et à porter une attention aux critiques qui sont adressées, et non à les balayer de la main et en identifiant les acteurs comme des récalcitrants et en les infantilisant, les censurant, etc., etc. Donc, la perspective microsociologique, qui est souvent en fait accusée de myopie par rapport au rapport de pouvoir, ce genre de choses-là, a tout de même permis en fait de définir 4 périodes charnières entre 2014 et 2019, qui nous parlent finalement de la possibilité que l'espace de concertation puisse se transformer par et pour les acteurs qui y participent. D'ailleurs, cette question de transformation des espaces des concertations des rues montréalaises en général fait actuellement l'objet de réflexion et d'action à la Ville de Montréal pour l'avenir des concertations de quartier. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Je vais faire vite. Donc, ces périodes charnières donc, sont précédées finalement de la naissance de la rue en 2012. Et moi, j'ai incité, aujourd'hui, je vais sur les 2 périodes. La seconde période qui constitue finalement une mise en crise finalement de la concertation. Cette période est marquée par des divergences en regard des orientations, non seulement de la rue, mais également des visées du programme de manière plus générale. La troisième également, sur laquelle j'ai insisté aujourd'hui, c'est la troisième période qui appelle à une réforme de la concertation à plusieurs égards, sur le plan de sa gouvernance, sur les préoccupations davantage sociales, c'est-à-dire réfléchir à la lutte à la pauvreté en développant des stratégies concertées qui reflètent les besoins de la population, plutôt qu'aménager par le réaménagement des parcs ou en faisant des murales, ce genre de choses-là. Et enfin, la période dans laquelle on se trouve actuellement, c'est une période de perte de vitesse. Les budgets de la rue sont en décroissance et la participation est également en décroissance. Il y a des concertations qui se forment en parallèle parce que la rue n'atteint pas nécessairement ses objectifs au vu des acteurs qui y participent directement. Conclusion, il serait évidemment faux de dire qu'à la rue Hochelaga, finalement, on voit que des discrédits, l'humiliation, des désaccords. L'objectif, par contre, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était de repérer et d'isoler ces moments plus difficiles qui constituent à la fois des entraves pour le travail de collaboration et un frein pour la participation et l'engagement des acteurs, et d'y repérer finalement les impacts de ces épreuves-là. Donc, en bout de ligne, l'espace de concertation tel que celui de la rue Hochelaga requiert, à mon sens, on parlait de solutions, requiert des commodités à l'égard des participants profanes et qui présentent des difficultés lors de la prise de parole. Autrement dit, une attention et des considérations pourraient être portées aux voix qui ne cadrent pas dans ce qui est généralement entendu et admis comme façon de participer. Donc, cette conclusion nous informe surtout sur l'hospitalité, mais aussi l'inhospitalité des espaces de concertation face à une pluralité de voix et une gamme diversifiée de profils de participation et d'engagement. Donc, il demeure toutefois important d'être attentif à l'effet que même les acteurs ratifiés peuvent être les héros, tout comme les perdants du jeu de la concertation. Cela reviendrait à admettre que la concertation de quartier et d'autres exemples peuvent s'avérer éprouvants, même pour les experts tels que les partenaires de la RUI que j'ai interviewés dans le cadre de ma recherche. Je vais terminer donc sur les références et sur une question
Se pourrait-il que la démocratie locale, finalement, se loge moins dans l'ingénierie procédurale que dans la possibilité de se rapprocher des discussions difficiles et des tabous? Merci.